On va entamer la deuxième partie et après, pour rappel, on aura la démonstration de la part de notre partenaire Soprasteria. Mais je me tourne vers vous, Modeste. Le droit court souvent après l'innovation, puisque l'innovation va vite et le droit prend le temps de se poser et de réfléchir. Vous avez écrit une note juridique. Comment on résume aujourd'hui les grands enjeux juridiques de l'IA dans les collectivités territoriales? Merci, merci Marine. Donc, beaucoup de choses ont été dites intéressantes. Je pense que, juste pour revenir un peu sur ce qui a été dit de façon un peu synthétique, je crois que l'utilité de l'IA dans le rapport de la collectivité à l'usager est quand même aujourd'hui important. Je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages qu'on a égrenés, hein, qui doivent œuvrer pour l'efficacité des politiques publiques. Et c'est ça l'enjeu, c'est de rendre un service meilleur aux usagers, d'avoir une efficacité des politiques publiques qui soit accrue. Et c'est là tout l'enjeu de l'utilisation et de l'usage de l'IA. Je pense que c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Alors, aujourd'hui, les domaines d'application sont multiples, hein, ça a été dit. On a l'exemple de loi qui est très intéressant, c'est effectivement sur la détection de fuite sur un certain nombre d'infrastructures, de réseaux, d'eau, de gaz, etc. On a l'accessibilité, les sujets d'accessibilité aux prestations sociales, aux subventions, l'idée d'ouvrir un peu plus justement, que l'usager soit plus informé et un usage plus facile justement de ses droits. C'est des éléments importants, la lutte contre la fraude fiscale. Aujourd'hui, il y a une utilisation qui est vraiment très diverse de l'IA. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement comment on s'en sert, quel est l'usage. Et ce qu'on voit, c'est que, si j'osais être un brin provocateur, c'est pour rassurer monsieur, le droit, pourquoi le politique ne va pas disparaître, c'est peut-être grâce au juridique. Parce que le juridique, justement, a pour vocation à encadrer et à anticiper ces évolutions-là, et peut-être encore à préserver le politique, l'humain, dans la prise notamment de décision, dans l'usage de l'IA. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'effectivement, on voit que le législateur national, communautaire, il court après, il appréhende de façon un peu progressive ces sujets-là, ces problématiques juridiques auxquelles on est confronté. Et je crois que le meilleur exemple, c'est le RIA, qui est tout récent, puisqu'il date de juin 2024, et qui, du coup, pose pour la première fois quand même une définition de ce qu'est un système d'IA. Puisqu'auparavant, il n'y avait pas de définition juridique de ce qu'était un système d'IA. Et aujourd'hui, pour la première fois, donc depuis quelques mois, on a une définition juridique de ce qu'est un système d'IA. Donc, on voit qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'anticiper, et on a identifié dans cette note, effectivement, un certain nombre d'enjeux juridiques auxquels les collectivités vont être confrontées dans le cadre de l'utilisation de systèmes d'IA. Le premier enjeu, ça a été notamment dit, c'est des enjeux liés notamment à la protection des données et au RGPD. Effectivement, il y a une nécessité que l'utilisation des systèmes d'IA s'articule avec les obligations qui sont celles auxquelles sont soumises les collectivités au titre du RGPD sous notamment le contrôle de la CNIL, et donc un certain nombre d'obligations sur le sujet. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ça se fait également dans un contexte où les collectivités subissent notamment un certain nombre de plus en plus de cyberattaques. Et donc on voit qu'il y a un enjeu aussi autour de la cybersécurité pour les collectivités, et un enjeu qui est d'actualité, puisqu'on a une directive qui s'appelle la directive Nice 2 de 2022, qui a vocation à être transposée en France. Alors, elle avait vocation à être transposée, que je ne vous dise pas de bêtises, avant le 17 octobre, bon, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, il y a un enjeu pour les collectivités, parce qu'auparavant, les collectivités n'étaient pas concernées par ces obligations qui étaient définies par les directives communautaires sur la mise en place d'un certain nombre d'éléments, de mesures pour justement de cybersécurité. Et donc, avec cette directive, les collectivités, un certain nombre de collectivités, l'ANSSI a estimé le nombre de collectivités concernées, à peu près à 2500 collectivités territoriales qui seront concernées par cette nouvelle directive. Donc, les collectivités vont devoir juridiquement mettre en place justement des mesures pour améliorer la cybersécurité et donc pouvoir faire face notamment à ce sujet de cyberattaque. Le sujet de souveraineté numérique a été évoqué avec les problématiques environnementales que ça pose, mais il y a un vrai sujet, effectivement, autour de la souveraineté numérique, des infrastructures, des modèles qui sont utilisés sur l'IA. Et donc, ça fait partie, en tout cas, de ces enjeux liés à la protection des données. Un deuxième enjeu, et ça a été évoqué aussi par les précédents intervenants, c'est les enjeux liés à la transparence et à l'accessibilité des décisions individuelles administratives. Effectivement,
il faut savoir qu'il y a un principe, la loi informatique et la liberté pose un principe qui est celui de l'interdiction en principe de décisions administratives générées par des algorithmes. Ça, c'est le principe. Mais il pose une exception, c'est qu'effectivement, sous certaines conditions, on peut avoir des décisions administratives individuelles prises sur la base de traitements algorithmiques, dès lors que, effectivement, alors j'en cite trois, il y a notamment l'obligation pour les collectivités qui ont plus de 50 agents de fournir une information générale de façon préalable sur la façon dont elles utilisent les mesures des systèmes d'IA dans le cadre de ces politiques publiques. Ça, c'est une première obligation. La deuxième, et ça a été dit, c'est que dès lors qu'une décision administrative est prise sur la base d'un traitement algorithmique, il faut que la décision en fasse état. Et effectivement, ça d'ailleurs, si elle n'en fait pas état, elle est réputée illicite. Et ça, c'est clairement aujourd'hui prévu par le Code des relations entre le public et l'administration. Et donc, dès lors qu'une décision est prise sur la base de traitement algorithmique, légalement, juridiquement, elle doit en informer l'intéressé. Et troisième élément intéressant, c'est que, à la demande de l'intéressé, la collectivité doit fournir un certain nombre d'informations sur la façon dont finalement elle a utilisé ces systèmes d'IA pour parvenir à une délibération, à une décision administrative. Et ça, c'est pareil, c'est mentionné de façon précise dans le CRPA. Et donc, c'est dans l'objectif, effectivement, d'avoir une certaine transparence sur la façon dont sont prises les décisions. Sachant que j'ajouterais que les codes sources, notamment aujourd'hui, sont des documents administratifs communicables. Donc, effectivement, si un administré en fait la demande, vous êtes dans l'obligation, en principe, de les communiquer. Donc, tout ça a fait que le Conseil constitutionnel a jugé qu'effectivement, aujourd'hui, on peut avoir des décisions prises sur la base de systèmes algorithmiques, dès lors qu'effectivement, ces garanties sont respectées. Et point important, notamment, l'idée, c'est qu'effectivement, la collectivité soit une pleine mesure, une pleine connaissance de la façon dont les systèmes d'IA est mis en œuvre. Et c'est pour ça, notamment, que dans le RIA, quand une collectivité, effectivement, obtient un service, en tout cas fait appel à un fournisseur de système d'IA, le fournisseur doit notamment fournir une notice d'utilisation de ce système d'IA avec un certain nombre d'informations précises pour justement permettre à la collectivité d'avoir une pleine connaissance de la façon dont ça a fonctionné et de la façon dont elle va l'utiliser. Troisième enjeu, rapidement, les enjeux liés au traitement, on va dire l'égalité de traitement et l'interdiction des discriminations. Alors, sur ce point, on peut se dire qu'on peut présumer que l'IA, en principe, elle a plutôt pour vocation de favoriser l'égalité de traitement entre les usagers et de justement corriger certains biais discriminatoires potentiellement que les agents, même inconsciemment, pourraient en tout cas mettre en œuvre dans certaines décisions. Mais comme ça a été dit, l'IA reste un outil qui fonctionne sur la base de données qu'on lui fournit. Donc si ces données ont d'ores et déjà un biais discriminatoire, eh bien, finalement, elle va reproduire ce biais dans le cadre des informations qu'elle délivrera. Donc il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de sensibiliser les agents justement dans l'utilisation de l'IA. Et effectivement, il est assez illusoire de considérer que toute intervention humaine disparaîtra, parce que du fait justement de la question de la fiabilité des données, de la justification de l'utilisation de ces données, il va falloir une intervention humaine pour justement corriger les cas échéants, ces incohérences, faire des levées de doute, et donc regarder si effectivement les éléments qui ont été générés par l'IA sont bien effectivement pertinents. Et dans ce cadre, ce qui est important aussi de retenir, c'est que finalement, dans un processus administratif, dans une politique publique qui est mise en œuvre, il faut qu'effectivement la collectivité essaye d'identifier, finalement, essaie de découper finalement un process et de regarder finalement quels sont les points critiques qui nécessiteront l'intervention humaine pour avoir un usage qui soit le plus efficace de l'IA, puisqu'effectivement, il y a certaines tâches, il y aura besoin pas forcément de contrôle, mais à un moment donné, il y aura forcément des points critiques où l'intervention sera humaine. L'intervention humaine sera nécessaire justement pour permettre d'avoir ensuite une décision administrative qui soit pleinement légale, en tout cas. Les enjeux, un quatrième enjeu, les enjeux de responsabilité de l'administration. Alors effectivement, ça a été dit, ça ne sera pas l'outil qui sera responsable juridiquement en cas de préjudice causé à un usager. Et le Conseil d'État, notamment dans un rapport d'août 2022,
le dit clairement, elle pose le principe qu'elle appelle le principe de la primauté humaine, c'est-à-dire que la collectivité, elle est réputée assumer les conséquences en termes de préjudice subi par un usager du fait de l'utilisation d'un système d'IA. Donc ça, c'est clairement dit. Et par contre, effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que la faute éventuelle de l'administration dans un préjudice subi par un usager n'empêche pas, n'exclut pas que la collectivité puisse aller rechercher, le cas échéant, la responsabilité, par exemple, du fournisseur du système d'IA sur la base du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, qui est un régime qui aujourd'hui qui est applicable et qui aujourd'hui est en cours d'ailleurs d'actualisation au niveau communautaire, justement pour que le régime le régime soit adapté justement à l'utilisation de l'IA. Donc, et c'est une proposition de directive de 2002 qui aujourd'hui est en cours d'examen. Donc il est clair qu'une collectivité qui ira chercher un fournisseur pour avoir un système d'IA, il faut clairement que, notamment, si elle passe un appel d'offres sur le sujet, elle identifie clairement les responsabilités qui relèvent d'elle-même et qui relèvent également du fournisseur d'IA, justement dans l'hypothèse où une mise en jeu éventuelle des responsabilités serait opérée, et que du coup, effectivement, la collectivité a une pleine connaissance du système d'IA qui lui sera délivré. Enfin, dernier enjeu, pour aller très rapidement et pour peut-être avoir un peu plus d'échanges avec la salle, les enjeux sur les impacts organisationnels sur la fonction publique territoriale. Donc, il y a eu beaucoup d'études aujourd'hui qui ont été délivrées sur les conséquences positives, mais également potentiellement négatives sur le fonctionnement, sur la fonction publique territoriale et le fonctionnement des collectivités. Je pense notamment à un dernier rapport de l'Organisation mondiale du travail de 2023. Mais il y a également un rapport très intéressant qui est sorti en 2024 des élèves de l'INET, qui, justement, ont produit une cartographie, finalement, pour mesurer l'impact de l'IA générative sur la fonction publique territoriale, justement sur la base de la méthodologie de l'OMT. Et donc, ce qui est intéressant, notamment dans cette étude, il y a un certain nombre de choses. Voilà, par exemple, ils considèrent que les filières administratives et culturelles ont vocation, par exemple, à être beaucoup plus visées que des filières spécifiques de type des filières techniques, sociales ou médico-sociales. Et donc, elle délivre un certain nombre de recommandations, finalement, justement pour anticiper et accompagner les transformations liées à l'IA. La première, c'est effectivement mettre en place un plan de sensibilisation des agents aux enjeux de l'IA. Déjà, dans son rapport effectivement de 2022 du Conseil d'État, on considérait qu'effectivement, il n'y avait pas aujourd'hui une acculturation très, très importante des agents sur le sujet. Une deuxième recommandation qui va dans la droite ligne de la première, c'est effectivement d'avoir des formations, de développer des formations en lien avec le CNFPT, notamment pour justement acculturer davantage les agents des collectivités. Et la troisième, associer les partenaires sociaux aux travaux sur la question de l'IA, justement pour améliorer l'adhésion et l'acceptabilité des agents. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Ce qui est intéressant aussi, peut-être, un outil qui peut aussi être intéressant justement pour anticiper ces transformations-là, c'est peut-être la GPEC, qui peut justement servir comme outil stratégique justement pour anticiper ces transformations-là et adapter et améliorer justement la gestion des carrières des agents. Donc on voit que les enjeux, clairement, sont multiples. Le droit, comme toujours dans une révolution numérique, il court un petit peu après. Mais effectivement, l'enjeu, il est clairement, à mon sens, pour les législations qui doivent être prises, de savoir quelle sera l'utilité de l'IA et que justement le droit protège, en tout cas sécurise cette utilisation et dans un objectif qui doit être celui de rendre un meilleur service aux usagers et notamment d'avoir des collectivités qui fonctionnent le mieux possible. Et je pense que c'est là où sera justement le travail important du législateur. Merci Modeste. Et on va finir par Yves Nicolas. Alors là, on entre un peu plus dans le dur parce que vous développez, vous, des outils d'IA dans votre métier et comment finalement, quand on construit un outil d'IA, concrètement, comment on prend en compte les questions politiques, les questions éthiques, les questions philosophiques, les questions juridiques. On a déjà parlé évidemment de l'enjeu de l'environnement, mais et
du coup pas d'IA souveraine, mais de souveraineté tout court. Donc comment, en tout cas déjà, comment Soprasteria est à l'initiative de ces questions aussi? Alors c'est intéressant parce que vous me posez la question sur comment on le fait chez Soprasteria, mais je vais commencer par vous citer des paroles d'un adjoint au maire d'Amsterdam. Il se trouve que hier, pour un salon informatique, j'étais à Amsterdam, donc la salon international des gens de tous les pays, et donc cet adjoint au maire ouvre la séance. Et il a commencé par citer plusieurs cas d'usage d'IA qui ne sont pas très différents. On retrouve des cas similaires que vous avez évoqués, plusieurs d'entre vous. Mais surtout, ce qu'il a dit, c'est que quand il fait le parallèle quand il fait la comparaison entre ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, eh bien, ceux qui marchent, c'est quand les gens qui sont sur le métier, qui ont travaillé sur le cas d'usage, sont conscients de la capacité de la technologie. Et c'est ça la première chose. C'est-à-dire, il y a un risque énorme avec l'IA générative, c'est que tout le monde peut s'approprier l'outil et tout le monde peut l'utiliser. Mais ça ne vous empêche pas de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie. Et ça, finalement, c'est assez simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec des technologies d'IA qu'on appelle prédictives, c'est-à-dire des technologies d'apprentissage qui existent depuis un moment, on sait très bien faire trois choses. On sait très bien faire de la reconnaissance d'images, reconnaître des objets dans une image, ça marche très bien. En plus, c'est ce que disait Jean-Gabriel Guénassia, après c'est des modèles qui peuvent être efficaces, qui demandent moins de consommation. On sait très bien prédire des données numériques, prédire une consommation d'oxygène, on sait des données numériques, on sait très bien prédire ça. Et puis la troisième chose qu'on sait très bien faire, c'est on sait très bien faire des moteurs de recommandation. Évidemment, vous pensez à Netflix et Amazon, mais il n'y a pas que ça, j'y reviendrai, parce qu'il y a des enjeux qui sont très très importants sur les moteurs de recommandation. Donc ça, on sait très bien faire ça en IA prédictive. Donc l'IA prédictive, c'est on a des données qui ont été étiquetées par un humain, on entraîne des modèles dessus, et après, le modèle sait classifier ou prédire des objets. En IA, même chose avec l'IA qu'on appelle générative, il faut savoir ce que la technologie peut faire. Une fois qu'on sait que ce que peut faire un modèle, un grand modèle de langage, c'est en gros prédire une suite plausible dans un contexte donné et corpus textuel extrêmement vaste, puisque ça a été entraîné sur l'ensemble de la donnée textuelle de l'humanité, faisons simple, et avec un effet photographique qui est la date à laquelle on a pris les données, on a fait le cut des données qui ont servi à entraîner, ça permet du coup de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Alors évidemment, après, on rajoute là-dessus des technologies dont vous parliez, qui s'appelle le RAG, qui s'appelle le fine-tuning, qui permettent dans l'ensemble de minimiser les aspects. Mais ça c'est la première recommandation sur laquelle on insiste toujours. Vous parlez de comment est-ce qu'on prend un projet chez Soprasteria, c'est qu'avec les gens du métier et des cas d'usage, ils sachent qu'est-ce que peut faire la technologie et du coup, est-ce qu'elle s'appuie est-ce qu'elle s'applique à ce cas d'usage? Ça, c'est absolument fondamental. Une fois et alors, l'autre chose qu'il y a là-dedans, ça va un peu dans la question que vous posez tout à l'heure sur la prospective, d'une certaine façon. La conclusion de cet adjoint au maire d'Amsterdam, il disait, une fois qu'on sait que c'est qu'une technologie et qu'on sait les problèmes qu'on a à faire en face de nous, on est très, très lucide sur le fait qu'il y a 95% des problèmes qu'on a à résoudre dans les 50 années à venir qui ne sont pas liés et qui ne vont pas être solubles par l'IA. Fin de la parenthèse là-dessus. Donc, cette lucidité par rapport à la capacité technologique, elle est absolument essentielle au début. Un exemple très concret, on a donc Soprasteria, c'est une boîte qui fait on va dire de l'accompagnement de grands clients dans la gestion de leur digitalisation et de leur patrimoine informatique. Et donc, du coup, on fait beaucoup de développement logiciel. Évidemment, on a beaucoup de développeurs. Et depuis 2 ans, on déploie à l'échelle, avec nos développeurs, des technologies d'IA générative. Parce que pour tous les gens qui travaillent sur la connaissance et qui travaillent sur le texte et le développement et les langages algorithmiques, c'est du texte, c'est un outil dont on ne peut plus se passer. Donc c'est important à prendre en compte. C'est un outil dont on ne peut plus se passer. Parce que je parle c'est comme une 4e étape de l'interaction avec la documentation. J'ai démarré mon boulot, j'ai commencé à travailler en 1989, faire du développement informatique. J'ai vécu donc 4 ères successives dans le développement informatique. La première, c'était, on avait des livres pour regarder. On regardait dans les documentations papier. Ensuite, on a eu le moment où la documentation a été numérique.
numérisé. Ensuite, il y a eu la troisième étape qui était vraie jusqu'à l'arrivée de ChatGPT, qui était l'ère des forums communautaires qui, en mode de développement, si vous avez des développeurs autour de vous, vous leur parlez de Stack Overflow, on est sur un domaine d'interaction avec la documentation communautaire qui est très, très impressionnant. Et là, on arrive dans une quatrième étape où, en fait, on peut interagir avec la documentation pas au niveau du comment, mais au niveau du quoi faire. C'est-à-dire jusqu'à présent, on était toujours dans... c'est le développeur qui dit je suis en train de faire ça, je suis déjà dans le comment, et je suis en train de poser des questions et d'essayer de me renseigner sur comment ça se passe dans le comment. Et là, on est en train de lui dire je veux faire une page web qui prend les inscriptions pour un événement que l'inspiration politique va faire au Sénat le 10 octobre. Et là, la machine va proposer une première chose sur laquelle on va pouvoir interagir. Donc ça, c'est pour ça que c'est un nouvel outil dont on peut pas se passer. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a été un cran plus loin, c'est pour ça que c'est là que c'est important dans le cas d'usage, c'est que évidemment, ça ne remplace pas les développeurs, comme ça ne remplace pas les gens qui vont faire des courriers aux administrés, on l'a très bien dit tout à l'heure, ça va les augmenter d'une certaine façon. Et c'est important de voir que le développement logiciel, ce n'est pas simplement de l'écriture du code, c'est toute une phase industrielle, il y a plusieurs sujets qui vont dans la conception du logiciel, le développement lui-même, les tests au départ de comment ça marche, qu'on appelle unitaire au début, et puis après les tests fonctionnels de plus haut niveau. On a évidemment, nous, appliqué et regardé de façon très systématique sur chacune de ces tâches-là. C'est absolument indispensable de voir comment ça marche. Et à partir de là, on se rend compte aujourd'hui qu'on a des très grands gains au début et à la fin. Je fais très schématique. Ça permet d'aller beaucoup plus rapidement au début pour rentrer dans un projet et prendre des nouvelles technologies. Et à la fin, sur le fait d'avoir des tests qui vont beaucoup mieux. Et finalement, une fois qu'on connaît cette technologie, on est capable de se dire on fait un peu plus vite et beaucoup mieux. C'est ça le développement logiciel, mais là encore, c'est cette connaissance technologique. Alors, le deuxième élément que je voudrais souligner, il est revenir sur les côtés, et vous l'avez très bien dit, Jean-Gabriel, on ne parle pas d'IA souveraine, c'est pas le sujet, c'est quels sont les enjeux de contrôle et finalement de rester en maîtrise de ce qu'on fait faire à l'IA dans une logique à la fois individuelle puis collective, qu'elle soit nationale, en termes de collectivité, etc. Et donc c'est ces enjeux-là qui sont derrière la souveraineté. Et là, en termes de technique, il y a quelque chose de très important à prendre en compte, en plus de l'informatique traditionnelle. On sait déjà depuis l'arrivée, ce terme de souveraineté numérique, il n'est pas nouveau. On en parle beaucoup sur les infrastructures, sur les machines, sur les logiciels, en particulier avec l'arrivée du cloud. Jusqu'à présent, on associait ça beaucoup dans le monde de l'infrastructure à où est installée la machine, qui l'a développée et qui fait tourner le logiciel de base, le système d'exploitation qu'on met sur la machine. Et donc, évidemment, on voit les problèmes de souveraineté qui se posaient, c'est de dire... Est-ce qu'on confie à Huawei un réseau télécom, par exemple? Il y a des sujets comme ça. Est-ce que le fait de faire tourner des logiciels sur les grands GAFAM, Google, Microsoft, ils se mêlent à la fois des logiques très techniques OK, on va mettre des clés de cryptage, on peut posséder ces clés de cryptées. Donc ça, on sait faire, il y a des technologies, donc finalement, peut-être c'est pas très gênant si ça se tourne à un autre endroit, mais il y a des questions juridiques, d'extraterritorialité, tout ça, on les connaît bien. Avec l'IA générative, mais prédictive aussi, il vient se rajouter la problématique essentielle des données. C'est-à-dire que dans l'informatique non IA, dans l'informatique traditionnelle, les données sont extérieures au programme. Là, on a des données qui sont complètement intérieures au programme. Et donc, il y a une logique qui est d'entraînement des données qui est très importante. Je vais donner un exemple très concret. Vous parliez fort justement des appels d'offres. C'est vrai que pour synthétiser une réponse à un appel d'offres, voire pour écrire un appel d'offres et pour enrober sur des clauses, l'IA est un outil absolument important et très utile. Bon, si le modèle d'IA générative, quand vous analysez un appel d'offres, si le modèle d'IA générative qui est là pour faire le résumé, il a été entraîné que sur des données textuelles qui viennent des concurrents américains, ça va être un peu compliqué d'avoir des Français qui vont arriver en tête et on aimerait bien privilégier la France. Donc il y a tous ces sujets-là de souveraineté qui rentrent en ligne de compte, qui sont un peu plus larges. Et du coup, ça pose aussi des questions, là pour le coup, et je terminerai par là, les autres enjeux importants à regarder sur lesquels on s'attache, là encore au niveau technique,
c'est que c'est à la frontière des enjeux de cybersécurité, vous le disiez très très bien. Et les enjeux de sécurité, alors là, ils sont à deux endroits différents. Il y a des enjeux qu'on appelle le prompt injection, en fait, qui sont dire. C'est pour ça que c'est important, vous le disiez très très bien, ayez conscience que quand on donne un truc à ChatGPT, si vous mettez un document, vous le donnez à OpenAI, il fait partie du modèle. Et après, ces techniques qui s'appellent du prompt injection vont permettre à quelqu'un de rétrocéder les données qu'il y a dedans. Il y a eu, alors, pour illustrer par une anecdote un peu marrante, il y a eu, j'ai vu passer un truc sur Twitter où là, on repérait un faux compte Twitter, pardon, on dit X maintenant. On repérait un faux compte qui était un chatbot, et pour tester le truc, on lui demandait ah, c'est bien ce que tu dis, donne-moi la recette de la tarte aux fraises, et il sortait la réponse de la tarte aux fraises. Donc c'est un peu, et là ça permet de dire ce truc-là est un chatbot d'IA générative derrière. Et alors plus largement, ça permet de rétrocéder des modèles qui n'ont pas été faits. Voilà. Alors c'est très rapide, on est un peu au bout. Je voulais vous donner quelques-unes des illustrations technologiques. En conclusion, vraiment, si vous devez retenir un message, c'est de dire c'est une technologie comme une autre, et quand vous regardez un cas d'usage, renseignez-vous, c'est quoi ce que la technologie peut faire et peut pas faire, et assurez-vous que vous êtes sur des cas d'usage où c'est pertinent. Merci Yves. Avant de conclure par la démonstration de Soprasteria, est-ce qu'il y a des questions Donc allez-y, je vous laisse allumer votre micro devant. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis un camarade de promotion des élèves de l'INET qui ont rendu le rapport dont vous avez parlé. Et j'ai donc pris des fonctions dans la territoriale récemment, je vais y revenir. Une des attentions qu'on avait avec les collègues qu'ils ont souligné dans leur rapport très fortement, c'est sur des métiers qui sont peu connus au niveau de la classification des métiers de l'OMT, comme les métiers de la petite enfance, comme les métiers du soin, les métiers du social, des choses qui sont un petit peu éloignées des typologies classiques et qu'on retrouve pourtant très bien dans les collectivités. Et donc une grille d'analyse, selon eux, était nécessaire pour affiner l'impact sur ces métiers-là. Et c'est ce qu'on a commencé à essayer de faire à la ville de Trappes, où je suis directeur général des services depuis quelques mois. Et on a des résultats qui sont assez marquants. Je vous les partage sur tout type de métier, toutes catégories confondues, ABC, dans tous les champs. On a 40% des agents qui nous disent déjà utiliser au quotidien. Il y a un biais, puisque ceux qui ne l'utilisent pas n'ont peut-être pas répondu au sondage, mais quand même, on a un nombre significatif de réponses. On a à 90% des usages qui sont liés à la correction et la rédaction de textes, et donc principalement de ChatGPT. Et on a aussi l'automatisation de tâches administratives, l'organisation du travail. On a des notions, l'utilisation de Gemini, par exemple, enfin tout un tas d'usages. Et leurs principales préoccupations sont sur leur vie privée et la sécurité des données, qui a justement été rappelé tout à l'heure, et la fiabilité et l'intégrité des réponses. Et à titre très égoïste, comme directeur général des services qui n'a pas de directeur de cabinet pour l'instant à la mairie, je l'utilise aussi pour de la rédaction de discours. Je confesse en ce moment que c'est un outil très pratique. Je voulais vous entendre un peu sur ces métiers de niche, ou ces métiers qu'on voit peu, mais qui finalement sont les premiers qui vont être scrutés dans la période budgétaire qui va arriver, d'après ce qu'on a compris, sur l'impact potentiel de l'IA sur ces métiers-là. Des métiers de terrain, des métiers très concrets, mais qui craignent parfois pouvoir être remplacés. Alors, évidemment, l'impact n'est pas forcément direct, mais je vais vous donner, aujourd'hui, vous avez une entreprise française qui a développé depuis 2 ans une IA pour les aidants de personnes atteintes d'Alzheimer. Ce qui permet, avec un chat conversationnel, à n'importe quel moment de la journée, devant un cas, ils ont fait faire un cas, de pouvoir avoir une réponse sur la conduite à tenir. Donc ça, c'est français. Ça n'enlève pas, évidemment, le travail de l'aidant. Donc je pense qu'on aura aussi... Alors, le mot n'est peut-être pas joli si je dis un mot de béquille, mais ça permettra d'avoir une ressource à côté de soi. Si à un moment donné, on est confronté dans l'urgence à quelque chose, de pouvoir s'y référer
de pouvoir regarder quelle est la bonne pratique. Évidemment, comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, évidemment, c'est par rapport aux données qui ont été mises dans la machine, parce que ChatGPT, il ne va pas inventer tout, mais c'est une aide. C'est vraiment, on peut considérer une aide. Et pour avoir testé cette entreprise qui a fait sur les dents, c'est assez fantastique. Ça a vraiment en plus été agréé par les ARS, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Alors vous voyez, pour dire que l'IA, ça va vite, ça a mis 2 ans. 2 ans pour le faire, les 2 ans de test. Mais aujourd'hui, ça fonctionne vraiment très très bien. Et l'objectif, c'est de voir comment dans les métiers du médico-social, on peut avoir cet assistant qui, à un moment donné, il est interrogé par rapport à une situation. De toute façon, on le voit déjà dans le secteur de la santé, où vous avez aujourd'hui des médecins qui se concertent par rapport à un diagnostic qui est fait par une IA pour savoir. Donc, ça ne remplacera pas, ça pourra aider, mais comme on le dit justement, ça ne peut se faire qu'avec ceux qui travaillent dessus. Et c'est pour ça, quand on parle des automatisations de process, c'est hyper important, certes, de travailler avec les responsables, mais surtout de travailler avec celui qui va faire ce processus tous les jours. Parce que lui va vous apporter des éléments pour dire « oui, mais ça ne sert à rien. Franchement, on peut l'automatiser, mais ça ne me servira pas à grand-chose. Évidemment, là-haut, ils l'ont vu parce que c'est important, mais moi, ça ne me sert à rien. » Donc c'est ça qui est important. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les agents sont conquis par l'IA, parce qu'on est au cœur de leur quotidien. Et généralement, ils ne sont pas forcément hostiles. Merci Frédéric. D'autres questions ? Oui, bonjour, Arnaud de Roquefeuille, je suis le directeur général adjoint d'Atexo et on est le leader en France des plateformes des marchés publics dont vous avez parlé. Je voulais rajouter 2 choses. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, on répond tous les jours à des marchés publics. Si on n'intègre pas l'IA dans nos réponses, on ne gagne plus un marché public. Vous disiez, Modeste, que les élus doivent faire attention à bien maîtriser le cadre juridique. L'objectif, il est là. Ils imposent à leurs services, monsieur Attrape peut-être pas, mais à d'autres, ils imposent d'intégrer l'intelligence artificielle pour leurs prestataires, peu importe le cadre juridique, je vous le confirme. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'intérêt, il est évident, pour aussi améliorer la performance de nos collectivités. Je l'ai assez peu entendu, et je pense qu'un des principaux objectifs peut être là. J'étais avec un DGS d'une grande communauté d'agglomération, une communauté urbaine, qui me disait que dans le cadre de la gestion des subventions, il avait aujourd'hui une 20aine de personnes qui étaient là uniquement pour vérifier la complétude des dossiers de ceux qui déposent des subventions. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on lui permet d'automatiser à 100% ce sujet-là, ce qui lui permet de conférer d'autres tâches plus intéressantes à l'ensemble de ses collaborateurs qui s'en trouvent extrêmement satisfaits, puisqu'en plus, ils les forment sur de nouveaux métiers. Ouais, c'était juste un complément d'information. Merci. Donc on va... Une dernière question peut-être ou... Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, Stéphane Audureau, je suis élu des Yvelines. Je constate depuis le début que les interventions sont très orientées à interaction avec les administrés et les agents publics. Quid de l'IA dans la modélisation et l'utilisation de jumeaux numériques, par exemple dans le cadre des SIG, des systèmes d'information géographique, pour des enjeux de simulation et de prédiction, puisqu'on a des problématiques de simulation d'urbanisme, de risques environnementaux, de risques sécuritaires très simplement avec des caméras vidéo intelligentes. On n'a pas vraiment abordé cette thématique qui, quelquefois, est très intéressée par les élus. Merci. Je m'y colle parce que dans l'Observatoire, on a vu ça. Et d'ailleurs, ça va relier sur les appels d'offres. Vous verrez qu'en ce moment, il y a énormément d'appels d'offres sur des caméras intelligentes, sur des jumeaux numériques. Évidemment, parce que là, on a parlé beaucoup de l'IA générative, mais sur l'intelligence artificielle, on en a parlé sur l'eau. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup d'appels sur des systèmes d'aide à la décision, et notamment de prédiction, sur des scénarios. Évidemment, ce que beaucoup d'élus aimeraient, c'est de dire, voilà, je vais créer un immeuble, je vais avoir tant de personnes, je vais avoir des gens avec des enfants. Est-ce que tu peux me faire une projection sur 20 ans de l'investissement, du fonctionnement, et s'ils ont des enfants, est-ce que j'ai assez de place en crèche ou est-ce qu'il faut que je recalcule une crèche, et dans ce cas-là, quel est le coût, etc., etc. Et ça, aujourd'hui, je sais que j'ai vu ça dans le pays du Nord. Il y a une mairie, il faudrait que je la retrouve, une mairie dans, je crois que c'est en Scandinavie, donc ça doit être du côté de la Suède ou de la Finlande, qui ont commencé à travailler sur ça.
sur notamment des modélisations d'impact. Alors, pour l'instant, c'est budgétaire, mais le but, c'est de dire, voilà, si j'installe tant d'habitants à cet endroit-là, ça me génère quoi? Est-ce qu'il faut que je recrée du génie civil, du machin, etc. Et ils ont modélisé et ils commencent à travailler là-dessus. Et je pense que vous avez raison. Un d'avenir, ça va être ça. Ça va être un système d'aide à la décision qui permettra de simuler sur plein de choses. Mais sur le prédictif, on avait des Français qui étaient très en avance. Hein. On avait Paul Duhan, notamment, qui est un Français qui est très bon, qui avait fait de la prédiction alors, avec de l'intelligence artificielle, alors qui s'appelait avant data mining, mais c'était de l'intelligence artificielle. En gros, il a fait les pompiers de New York. Donc, il a regardé sur 30 ans toutes leurs sorties, où ont lieu les feux, pour repositionner les casernes pour qu'ils arrivent plus vite. Et il a fait la même chose, parce que j'ai beaucoup échangé avec lui, il a fait la même chose à Londres, avec la police de Londres qui a arrêté. Donc c'était quoi? C'était de regarder quels étaient les endroits criminogènes. Et donc de dire il y a tant de pourcents que ça arrive de telle heure à telle heure qu'il y a une agression dans cet endroit-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replacé les patrouilles policières, et là tout le monde était content, sauf qu'après, les voyous, comme ils voyaient des policiers, eh ben, ils allaient ailleurs faire leurs méfaits. Et c'est pour ça que la police de Londres a arrêté, parce qu'il a dit c'est intéressant, mais en fin de compte, ça a déplacé le sujet. Et l'être humain s'est adapté, hein, là aussi, malheureusement, mais il s'est adapté.